voilà, les 12h30, c'est la suite de votre émission Service Première. Nous parlons aujourd'hui, parlerons tout au cours de cette émission, d'un métier très peu connu. Alors, on l'appelle en général le médecin de l'ombre. Il travaille en laboratoire. On compte en France au total 1450 médecins anatomopathologistes. J'ai fait beaucoup d'efforts pour le dire, j'ai répété depuis hier, anatomopathologiste. L'anatomopathologiste, nommé aussi pathologiste, joue un rôle essentiel dans le diagnostic de nombreuses maladies. Alors, par exemple, c'est l'examen anatomopathologique qui va permettre d'établir de façon définitive le diagnostic du cancer. Forcément, aujourd'hui, vous en saurez plus parce que moi, c'est juste l'introduction qu'il fallait pour introduire, pour cette redondance, cette émission. Donc, nous parlerons de l'importance du métier et de ce métier en particulier, de son rôle surtout, avec le docteur Caroline Joannel-Sulpicy qui est anatomopathologiste. Ça fait beaucoup d'efforts, hein. Mais en même temps, derrière, je sais qu'il y a énormément de travail. Alors, docteur, pouvez-vous nous présenter ce qu'est exactement l'anatomopathologiste? Donc l'anatomopathologiste, qu'on appelle encore anapathe dans le jargon médical, c'est plus facile, j'aurais dû. Voilà, beaucoup plus facile à dire, est un médecin spécialiste dont le rôle va être de porter le diagnostic précis des maladies. Pour cela, il va analyser à l'œil nu d'abord, puis au microscope, les anomalies des cellules et des tissus qui vont être prélevés chez une personne. Très bien. Donc ça se fait une fois la consultation ou le rendez-vous pris avec son médecin qui renvoie vers l'anatomopathologiste? En fait, le médecin va faire un prélèvement qui va être de cellules, par exemple le frottis du col de l'utérus, on va prélever des cellules, ou un prélèvement un petit peu plus volumineux qui va être de tissu qu'on appelle la biopsie. Le patient va venir porter son prélèvement au laboratoire, ou s'il s'agit d'un prélèvement plus volumineux comme une pièce opératoire qui a été enlevée lors d'une chirurgie, les prélèvements vont être acheminés par les cliniques. D'accord. Alors, il se dit que l'anatomo est un médecin que les patients ne rencontrent pratiquement jamais. Pourquoi? Il exerce dans un laboratoire secret, caché derrière. Ça se passe comment? Non, ce n'est pas un laboratoire secret, c'est un laboratoire. Tout simplement, le nôtre se situe au Patio Clinique, c'est le centre de pathologie. En fait, c'est vrai que l'anapathe interprète analyse des prélèvements. Donc, il ne reçoit pas de patients, il ne fait pas de consultation. C'est vrai que nous, c'est un petit peu particulier parce qu'on fait des frottis au labo, donc on voit quand même un petit peu de patients chaque semaine, mais sinon, les personnes viennent surtout déposer leurs prélèvements. Donc elles n'ont pas contact avec le médecin anapathe. Alors justement, le travail de l'anapathe est différent du travail qui est effectué dans d'autres laboratoires où on fait juste une petite prise de sang, des petites analyses. En fait, ce n'est pas du tout le même métier. C'est vrai que l'anapathe travaille dans un labo comme le biologiste, mais le biologiste va analyser les liquides, va par exemple mesurer les composants d'un liquide. Quand on va faire sa prise de sang, on regarde la glycémie, le sodium, les globules blancs, ça se mesure. Et ce sont des machines, donc des automates qui vont faire le diagnostic. D'accord ? Il y a également, la biologie fait également le diagnostic des infections, on va rechercher les virus, les bactéries, etc. Mais nous, ce n'est pas du tout le même métier. Nous, en fait, on va utiliser des machines qui vont traiter les prélèvements pour qu'on puisse les analyser, mais on va rechercher les anomalies des cellules. Le chercheur des cellules. Voilà, on va examiner les cellules et voir pourquoi elles sont anormales, si elles sont anormales d'abord, parce que parfois elles peuvent être normales, heureusement c'est pas toujours, on ne retrouve pas toujours des maladies graves. Quand les cellules sont anormales, on va étudier leur agencement dans le prélèvement et on va faire un diagnostic de la maladie. Je dirais que ça s'apparenterait plus à la radiologie à la limite, c'est de l'analyse d'image en fait, l'anapathe. Mais vous voyez, on apprend des choses dans notre émission Service Première. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez vous rapprocher du standard 05 96 79 63 55. Et comme je sais que vous nous regardez via le net également, sur le site de Martinique Première, je vous invite à nous envoyer vos questions via notre page Facebook ou directement par mail, servicepremière@francetv.fr. En faisant mes recherches, j'ai vu que l'examen anatomopathologique de la biopsie est assez particulier. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire ce que c'est au niveau des objectifs, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, quand on reçoit une biopsie, donc la biopsie, c'est un prélèvement qui est de petite taille, c'est-à-dire que c'est une petite partie d'un organe. Et on peut, même sur un tout petit prélèvement, faire un diagnostic précis. Donc la biopsie en fait va être faite dans un cabinet ou dans un bloc opératoire, ça dépend. Ça peut être une biopsie de peau faite chez un dermato par exemple, ou ça peut être une biopsie d'estomac qui par contre va être faite avec un endoscope par le gastro-entérologue dans un bloc opératoire. Et ce petit prélèvement va subir tout un tas de traitements en fait avant d'arriver sous le microscope. Et au microscope, on va analyser les cellules et les tissus et faire le diagnostic de la maladie sur cette biopsie. Tout à l'heure, vous avez parlé de pièces opératoires.
opératoire, c'est-à-dire? La pièce opératoire, c'est beaucoup plus volumineux. Ça va être soit, en général, on parle de pièce opératoire quand le prélèvement dépasse le centimètre. Hein, ça peut aller de, je ne sais pas, 3-4 cm jusqu'à parfois 20 cm. Ça peut être un organe ou une partie d'un organe. Par exemple, on peut enlever un fibrome de l'utérus. Tout le monde connaît les fibromes, mais un fibrome ou carrément l'utérus entièrement, hein, s'il a besoin d'être analysé entièrement et qu'il est anormal. Et donc la prise en charge va être un petit peu différente dans le sens où quand il s'agit d'une pièce opératoire, il va y avoir d'abord, avant d'analyser au microscope, ce qu'on appelle un examen macroscopique, c'est-à-dire qu'on va regarder la pièce opératoire à l'œil nu et on va déjà, à l'œil nu, pouvoir déjà avoir une idée de la maladie. On va mesurer l'organe, on va mesurer la tumeur s'il y en a une, on va la décrire. On dirait va une espèce de police scientifique. C'est une police scientifique des maladies, effectivement. On peut dire ça éventuellement. On va donc cibler les prélèvements de façon à prendre les zones les plus intéressantes pour le diagnostic. Vous travaillez aussi avec les médecins légistes ? Non, en fait, on ne travaille pas avec les médecins légistes. Alors, effectivement, au cours des autopsies, on peut également faire des prélèvements donc sur une personne décédée qui vont permettre de faire aussi le diagnostic des maladies post-mortem. Ça fait partie des autopsies du cursus, de la formation donc, des anapathes. Moi, je n'en fais pas du tout. Par exemple, en fait, les autopsies sont faites au CHU. Je ne sais même plus qui les fait à l'heure actuelle. Ça doit être peut-être certains chirurgiens, je ne sais plus. En tout cas, moi, je ne les fais pas au labo. Donc, le médecin légiste, il va analyser la cause de la mort et nous on va essayer quand même justement de diagnostiquer les maladies pour empêcher que ça arrive. Alors je propose de voir le micro-trottoir. C'est vrai que nous l'avons dit en introduction, c'est un métier qui est très peu connu, pourtant vous y avez déjà peut-être eu recours sans même le savoir. Par exemple l'analyse de vos cellules, la biopsie ou encore même le cancer. Alors un acte auquel vous êtes particulièrement sensibilisé lorsque nous parlons notamment du dépistage. On vous écoute au micro d'Esilia. Le dépistage fait partie de leur mission. C'est une étape essentielle pour les anatomopathologues qui facilite le suivi du patient et permet de mieux cibler les examens à réaliser. Mais voyons si vous y accordez autant d'importance. Il vaut mieux qu'on soit au courant plutôt que d'apprendre à la dernière minute qu'on a quelque chose. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Mais ça évite de prendre trop tard la maladie et s'il y a on peut faire quelque chose, on peut porter une solution, une guérison, vaut mieux quoi. Je suis pour la technique du dépistage absolument. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est très important aujourd'hui de se protéger. On vit un siècle qui est très dangereux. Mais c'est mieux d'être informé. Donc de se dépister. De se dépister, oui. Par son médecin aussi généraliste pour qu'il y ait un suivi, il y a des trucs qui suivent aussi. C'est normal tout ça. Est-ce que vous le faites vous-même ? Mais oui, je vais le plus souvent. Même pour la prostate, pour le cancer, pour tout. Hein. Je suis toujours là-dedans. Quand on envoie les papiers, la sécurité sociale envoie les papiers pour faire le dépistage pour les enfants aussi, pour les dents et tout. Donc on essaie de suivre. Il n'y a pas d'âge. Au contraire, on ne sait jamais. La maladie, ça arrive à n'importe quel moment. Hein. On peut être jeune. Peut-être qu'en plus grand, ça arrive aussi. Ça dépend de la personne. En réalité, l'engouement pour les dépistages varie beaucoup d'une pathologie à l'autre. L'un des dépistages qui ont le plus de mal à s'imposer dans les mœurs, c'est celui du cancer du côlon. Et nous parlons ce midi du rôle de l'anatomopathologiste avec le docteur Joannelle Sulpicy, anatomopathologiste également. Donc docteur, on vient de le voir, donc nous avons abordé le dépistage. Le dépistage est aussi est très important, vous avez un rôle important notamment lorsqu'il s'agit de dépistage. Tout à fait. Le dépistage est quelque chose de fondamental parce qu'il va permettre de mettre en évidence les lésions précancéreuses, notamment pour le diagnostic du cancer du col et du cancer du côlon. En fait, le dépistage va mettre en évidence les anomalies précancéreuses de ces cancers. Donc en France, on préconise de plus en plus le dépistage parce que c'est important de trouver ces lésions qui vont permettre de proposer au patient un traitement qui va être plus réduit et surtout qui va lui permettre de guérir. Alors une fois qu'on passe l'examen avec l'anapathe, qu'est-ce qui se passe à l'issue de cet examen? Est-ce que c'est l'anapathe directement qui s'adresse au patient ou alors est-ce que l'anapathe est le relais entre le patient et son médecin et son spécialiste?
C'est exactement ça. On est plutôt un relais. En fait, en général, on ne remet pas le diagnostic aux patients parce que ces diagnostics peuvent être parfois très graves. Donc, c'est assez délicat pour un patient de trouver un compte-rendu avec un diagnostic de cancer. En plus, maintenant, avec Internet, les gens vont regarder immédiatement ce que c'est et nous, on ne propose pas de thérapeutique derrière. Donc, en fait, on établit un diagnostic qui sera rédigé sous forme d'un compte-rendu. Qui va être remis au médecin qui a fait le prélèvement et qui va se charger d'annoncer le diagnostic à son patient ainsi que la prise en charge de la maladie. Alors en Martinique, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de laboratoires. Je crois que vous n'êtes que 2 ou 3 en Martinique. En fait, il y a le laboratoire du Centre hospitalier de Fort-de-France et effectivement, mon laboratoire, on est 2, on est 2 médecins, le docteur Norival, Marie-Josée et moi-même. Il y a un seul laboratoire privé dans cette île, effectivement, d'Anapat. Quels sont les autres collaborateurs de l'Anapat? On a parlé du médecin, par exemple. Est-ce que vous collaborez avec d'autres personnes? Il y a d'autres personnes qui rentrent en compte dans tout ce qui est analyse et autres? Toutes les personnes qui vont prendre en charge le patient, que ce soit le médecin qui a fait le prélèvement ou le médecin qui sera amené dans le processus de traitement à prendre en charge le malade, va pouvoir rentrer en contact avec nous par l'intermédiaire de notre compte-rendu ou directement, bien entendu. C'est un métier qui ne se fait pas seul, il se fait vraiment en collaboration avec les médecins. Qu'est-ce qui pourrait inciter les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qui découvrent un petit peu à travers cette émission ce métier? C'est vrai, on l'a dit, c'est une profession qui est dans l'ombre, on ne savait pas, il y a une confusion entre les laboratoires et puis bien sûr les laboratoires spécialisés comme le vôtre. Qu'est-ce qui pourrait inciter les jeunes qui nous regardent à s'orienter vers cette voie? Alors, je trouve que c'est un métier absolument passionnant. Le seul souci, entre guillemets, de ce métier, c'est qu'effectivement, il n'est pas connu. Alors, en général, on fait médecine pour voir des patients et pour prendre en charge des personnes. Et c'est vrai que c'est une spécialité qui est un peu frustrante à ce niveau-là parce qu'on n'a pas de patientèle, on ne s'occupe pas vraiment d'individus, on a surtout affaire à des prélèvements. Mais c'est pourtant donc un métier très important, même indispensable, puisqu'il n'y a pas de prise en charge thérapeutique, notamment des cancers, sans un compte-rendu fait par un Anapat. Donc, je ne peux qu'inciter les personnes qui seraient déjà intéressées par les études de médecine, parce qu'il faut faire tout le cursus des études de médecine avant. C'est une spécialité médicale qu'on choisit. On va choisir d'être Anapat comme on aurait pu choisir d'être ophtalmo ou dermato. Mais c'est vrai que comme elle est méconnue, les gens ne vont pas forcément avoir l'idée de s'intéresser à cette spécialité, qui pourtant est indispensable avec un manque d'Anapat malheureusement croissant en France. Alors, si vous avez compris, le docteur a dit j'ai besoin de vous au laboratoire, donc faites vos études et venez à Cluny. Alors rapidement, je propose que nous passions aux questions des téléspectateurs et des internautes. Héloïse qui pose la question suivante: l'examen de l'anatomo peut-il être complété par d'autres? En fait, l'examen anatomopathologique standard, en fait, va se faire au microscope après une coloration simple. On peut également s'aider de techniques complémentaires, notamment l'immunohistochimie. Donc, on va utiliser, disons, de façon assez simple, des anticorps qui vont permettre de diagnostiquer de façon encore plus précise la maladie, ou quand on hésite entre deux diagnostics, permettre de porter le diagnostic final. Et de plus en plus maintenant, il y a la biologie moléculaire qui est vraiment intégrée à l'anatomie pathologique, qui est vraiment l'avenir du diagnostic et qui est faite soit par des anapathes ou par des biologistes spécialistes en biologie moléculaire. Très bien. Une question de Jean, et même c'est un constat selon lui, je trouve que les délais de réponse sont trop lents dans ce type de laboratoire spécialisé. Justement, est-ce que c'est parce qu'on ne fouille pas, on recherche tellement pour ne pas faire d'erreurs de diagnostic, de rapport, etc., que les délais semblent être longs? Oui, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, ce n'est pas la biologie. Donc en fait, bon, en biologie, bien entendu, tout ne se résume pas à des automates, mais une partie de la biologie, notamment la biochimie, est faite par des machines donc, qui donnent un résultat tout fait. Et là, l'Anapat va faire une analyse d'image. C'est un travail qui prend du temps. D'abord, il faut que le prélèvement soit techniqué pour arriver jusqu'au microscope. Et une fois sous le microscope, il ne s'agit pas de faire des erreurs, parce que c'est un diagnostic qui va souvent être à l'origine de sanctions thérapeutiques qui peuvent être importantes, un organe qui va être réséqué entièrement ou alors un traitement par radiothérapie, chimiothérapie. Donc c'est un diagnostic qu'on fait vraiment, qu'on prend du temps
pour faire. Ensuite, on est effectivement le seul labo de l'île. Donc en fait, effectivement, on est comme tous les médecins spécialistes un petit peu débordés. Et ce n'est pas parce qu'on est débordé qu'on va faire vite pour mal faire. Donc en fait, il y a des délais. Maintenant, quand un examen est urgent, il est répondu en urgence. Le délai minimum de réponse de la NAPAT, c'est minimum vraiment, c'est 24 heures, même plutôt 48 heures. Donc voilà. Ah, je m'attendais à plus. Ça peut être un petit peu plus. Le frottis, ça peut être un petit peu plus. C'est pas un mois, c'est pas 2 mois. Non. Alors, Maxi, qu'est-ce qui différencie une cellule saine d'une cellule maligne? Alors, c'est une question un petit peu complexe, on va résumer. De façon simple, en fait, une cellule tumorale maligne, elle va se multiplier à l'infini. Elle va devenir incontrôlable, elle va se multiplier et prendre la place des cellules normales de l'organe qui donc va avoir des problèmes de fonctionnement et va même donc la cellule maligne, elle va, une fois qu'elle aura complètement intéressé l'organe dans lequel elle se développe à la base, se disséminer et aller intéresser les autres organes. Et c'est comme ça qu'au final, elle peut finir par tuer la personne, ce qui n'est pas toujours le cas, heureusement. Et au microscope, elle a des caractéristiques très particulières, cette cellule tumorale. On analyse son noyau qui va être beaucoup plus gros, irrégulier. Enfin, il va y avoir des critères très précis qui vont permettre de dire qu'une cellule est tumorale et non pas une cellule normale. Très bien. Pour finir, Gina qui demande si les examens, je vais donner la question directement parce que c'est plus simple, l'anatomo donne-t-il juste les conclusions concernant les examens ou peut-il aussi faire une proposition de traitement? Est-ce que vous êtes force de proposition? Normalement, on a vraiment un rôle diagnostique et pas un rôle thérapeutique. Maintenant, le rôle de la NAPAT n'est pas uniquement de porter le diagnostic, il est aussi de préciser la qualité de l'acte chirurgical qui a été fait. Par exemple, si on a enlevé donc une tumeur, ou par exemple un cancer, qui n'a pas été complètement enlevé, qu'on s'en aperçoit au moment où on fait l'examen anatomopathologique, et bien dans le compte rendu, il est très important, il est même indispensable de préciser que la tumeur n'a pas été complètement enlevée et qu'il faut donc retourner refaire un nouvel acte chirurgical pour compléter l'ablation de la tumeur. Très bien, on a peut-être encore le temps de passer à la question de Romy. Donc là, c'est selon vous, donc visiblement, il vous interpelle. Y a-t-il vraiment un lien de cause à effet entre le chlordécone et les cancers? Alors c'est une question un petit peu complexe. En fait, il y a des études qui sont en cours, notamment une étude qui s'appelle Madiprostate qui est en cours en Martinique pour essayer de voir s'il y a une corrélation justement entre la chlordécone et le cancer de la prostate. Donc il va falloir attendre les conclusions pour en dire plus. On pense qu'il y a un lien, mais il n'est pas si évident que ça de le prouver parce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent dans la genèse des cancers. C'est assez complexe. Il y a l'environnement, oui c'est sûr, mais il y a également le capital génétique et il y a également les facteurs qu'on appelle socio-économiques avec l'alimentation, le stress et les conditions de vie, etc., qui sont des facteurs qui peuvent intervenir dans la formation des cancers. Alors docteur, le mot de la fin, ce sera pour vous. Pouvez-vous nous rappeler les grands mots justement sur l'importance, le côté indispensable de votre métier? En fait, donc l'anatomie pathologique va faire un diagnostic précis de la maladie. Sans ce diagnostic, il n'y aura pas de prise en charge thérapeutique adaptée. Donc c'est une spécialité qui est très importante à ce niveau. Je voudrais insister sur le dépistage. Il est très important de se faire dépister. Donc quand il y a des campagnes de dépistage... C'est Mars Bleu en ce moment en plus. Voilà, donc campagne de dépistage Mars Bleu. Il y aura ensuite le dépistage du cancer du col en juin. Il y a également donc, le sein. Il faut y aller. Donc, il faut absolument en profiter. C'est gratuit et ça permet vraiment de faire des diagnostics qui vont permettre d'empêcher la survenue de cancer ou de les diagnostiquer tôt, donc c'est important. Merci beaucoup docteur Joannelle Sulpicy. Caroline, ne bougez pas, vous le savez, aujourd'hui c'est Moon Pays et je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous recevons monsieur Georges Taillalé. Je vous précise que cette émission a été enregistrée.